un frère, le colonel Gaddafi, et avait proposé à la communauté internationale une solution africaine à la crise libyenne. Vous savez aussi que cette solution n'avait pas été acceptée. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies avait en son temps engagé, dont vous connaissez les conséquences, avec la disparition du colonel Gaddafi. Et aujourd'hui, le désastre en Libye, désastre dans tous les secteurs, politique, économique, humanitaire, sécuritaire, et j'en passe. Vos confrères de la presse, cette année, ont même déclaré que en 2016, l'année n'est pas encore terminée, plus de 3000 jeunes Africains sont passés par la Libye à travers toutes les organisations de malfaiteurs, de trafiquants en tout genre, des passeurs sont donc passés par la Libye et plus de 3000 jeunes Africains sont allés au fond de la Méditerranée cette année. Je ne parle pas de ceux qu'on a pu sauver et qui seraient à Lampedusa ou ailleurs. Donc, malgré cette prise de position de l'Afrique en 2011, il avait été fait autrement. Mais ceux qui avaient posé ces actes aujourd'hui constatent qu'ils ne sont pas dans les meilleures dispositions pour ramener la paix et la sécurité et faire que la Libye soit de nouveau cet État qu'on a vu quand même fonctionner et qui a joué son rôle en Afrique et ailleurs. Donc le moment était quand même venu pour le continent africain de reprendre l'initiative, pour dire, de reprendre ses responsabilités. C'est ce qui a été fait au dernier sommet de l'Union africaine à Kigali, où un autre comité de haut niveau de chefs d'État d'Afrique du Sud, de l'Éthiopie, de la Mauritanie, du Congo et du Niger. Donc, ce comité de 5 chefs d'État a été mis en place lors du sommet de Kigali. Et ce comité s'est ouvert aussi à l'ensemble des pays voisins de la Libye. Donc, ce comité s'est réuni pour prendre ses responsabilités et reprendre l'initiative ensemble. Et ce comité a tenu donc sa première réunion à Addis Abeba. Et nous allons nous mettre au travail. Il y a le désastre, oui, c'est vrai, mais il ne manque pas d'atouts. Le premier atout, c'est la volonté quand même du peuple libyen de reprendre en main son destin et de faire confiance à l'Afrique. C'est un atout important. Et ils l'ont déclaré à Addis Abeba. Faisait confiance aussi à l'Afrique. Pas seulement à l'Afrique, parce que au-delà de l'Afrique, il y a d'autres organisations, les Nations Unies, la Ligue arabe. Mais c'est cette fois l'Afrique qui a décidé de prendre ses responsabilités et d'avoir le leadership dans ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire l'Afrique, la Ligue arabe et les Nations Unies. Nous affirmons que cette fois, c'est l'Afrique qui devra prendre le leadership de
cette action-là. Et c'est déjà le premier atout, c'est le peuple libyen qui a la volonté de sauver son pays. Il a déjà fait, il y a eu des tentatives. D'abord, le fait que le 17 décembre 2015, il y a eu cet accord qui existe et qui a été entériné par la communauté internationale, l'accord politique en Libye de décembre 2015, donc c'est une bonne base. Et il y a le Parlement libyen qui existe à Tobruk, c'est aussi une base. Et il y a la présidence qui est sortie de ces accords de 2015, qui est à Tripoli, c'est aussi une base. Mais nous pensons qu'avec tous ces éléments, il sera possible de tenir une réunion avec tous les Libyens. Organisé, c'est devenu à la mode aussi un dialogue inclusif avec les Libyens. Et on pourrait consolider ces bases et sortir une démarche de sortie de crise. Il y aura donc une feuille de route qui sera élaborée à cet effet. Votre modeste serviteur avec les autres dirigeants africains, dont le président Jakaya Kikwete, ancien président de Tanzanie, et qui joue un rôle important dans ce dossier parce qu'il est le haut représentant de l'Union africaine pour la Libye. Et la Troïka dont je venais de parler. Bon, ce sont nos problèmes, nous allons les affronter, oui, ce ne sera pas simple. Mais la Libye, c'est quand même aussi ce pays de l'Union africaine et qui a joué un rôle en Afrique que vous connaissez. Et qui ne peut pas être laissé à la dérive. Nous allons déployer nos forces pour cela. Jocelyn Patrick Gombe, presse présidentielle. Monsieur le Président, vous l'avez vous-même dit, en 2011, l'Union africaine avait décidé de prendre ses responsabilités, mais on connaît la suite. Aujourd'hui, vous vous réappropriez l'initiative. Pourquoi avoir attendu maintenant? Et quelles sont les chances qu'on peut donner au comité dont vous avez la charge? Il fallait bien un moment. Et ce n'est pas que, entre-temps, rien ne s'est passé. Non, il y a eu de nombreuses initiatives des Nations Unies sur la Libye. Et si je vous ai parlé de l'accord du 17 décembre 2015, c'est parce qu'un travail avait été fait en amont pour obtenir cet accord. Les Nations Unies ont travaillé, la Ligue arabe aussi, l'Union africaine, oui, à travers sa commission, et le haut représentant, le président Kikwete. Le travail a été fait, oui. Mais il était important quand même que l'Afrique s'approprie à nouveau ce dossier pour le gérer sous sa direction directe avec les autres partenaires. Donc, ce n'était pas un dossier abandonné. Mais le moment était venu pour que l'Afrique, de façon organisée, reprenne la main. Alain Chungou pour le compte de TV5. Monsieur le Président, les États-Unis viennent d'avoir un nouveau président. Comme tout le monde le sait, c'est Donald Trump. Vous, en tant que chef de l'État congolais, non seulement chef de l'État congolais, mais leader africain, qu'est-ce que suscite en vous cette élection et qu'est-ce que l'Afrique peut attendre de cet homme? Nous avons toute la nuit suivi le dénouement de la campagne électorale et l'élection aux États-Unis. Les États-Unis sont la première puissance du monde, donc l'élection d'un président aux États-Unis ne peut pas laisser les dirigeants du monde indifférents. Donc nous avons suivi déjà la campagne, puis l'élection, et toute la nuit jusqu'à ce matin. Et un président a été élu.
féliciter ce président élu et reconnaître que c'est la volonté du peuple américain. Et que le peuple américain a élu son président, et je pense dans un premier temps, c'est pour s'occuper de ces problèmes, les problèmes du peuple américain, prioritairement. C'est pour l'Amérique d'abord que le président a été élu. Et cela ne présente aucun doute. Et puis c'est la première puissance du monde. Elle s'intéressera aux problèmes du monde entier, c'est sûr, de l'Afrique aussi, parce que le monde ne marchera pas sans l'Afrique. Et nous ne pouvons pas dire que dans la campagne électorale aux États-Unis, il y a eu un grand débat sur l'Afrique. Ce n'est pas parce que les candidats ont adopté telle ou telle position au sujet de l'Afrique que le président a été élu. Mais l'Afrique existe. Et nous chercherons au niveau africain à établir les relations avec le dirigeant de la plus grande puissance du monde. Il serait étonnant que les États-Unis d'Amérique, le président Trump, considère la marche du monde sans l'Afrique. Et on établira certainement les relations de coopération dans tous les domaines avec les États-Unis d'Amérique sous la direction du président Trump. Et chaque parti devra trouver son compte, j'imagine, l'Afrique et l'Amérique. Pour l'instant, on n'en dit pas plus. Et attendons plutôt venir les choses. Le président Trump lui-même n'a pas encore fait de déclaration sur l'Afrique. J'ai plutôt une question à caractère national. Effectivement, depuis avril dernier, le département du Poul, qui est voisin de Brazzaville, bien sûr, vit une situation sécuritaire très difficile avec des conséquences à travers le pays. Des voix, notamment celles des parlementaires, estiment que vous, en tant que seul garant de la paix et de l'intégrité nationale, devrez trouver l'issue pour cette crise. Est-ce qu'en cette fin de journée, Monsieur le Président, vous avez un message à leur endroit, sinon à l'endroit du peuple congolais en général? Dernière question, si le calendrier n'est pas changé, dans 7 ou 8 mois, nous allons connaître des élections législatives. Telles que les choses se passent dans le Poul, ne craignez-vous pas que ce département soit exclu du processus, comme ça a été le cas en 2002? Les Congolais, ils aiment utiliser de grosses expressions. Bon, la crise au Poul. De quoi parlons-nous réellement? Il ne faut pas de crise au Poul. Je dois vous dire que nous avons organisé la municipalisation accélérée dans le Poul et aussi la fête nationale à Kinkala, j'y étais. Et c'était une grande fête à Kinkala. J'aime beaucoup la ville parce que depuis qu'on a démarré sa construction, une ville vallonnée, elle est très belle. Le jour de la fête nationale, on a connu des embouteillages à Kinkala. Moi-même, je suis entré dans un embouteillage au moment d'aller au stade. On est resté peut-être même 30 minutes avant d'atteindre le stade. C'était une belle fête à Kinkala. C'est dans la paix totale. Après cela, je suis allé à Kinkala. J'ai passé une nuit. C'était pour lancer le programme de construction des 12 hôpitaux des départements. C'était le symbole. On a visité avec les corps diplomatiques qui sont. On a passé la nuit à Kinkala. On a lancé le programme de construction des 12 hôpitaux des départements. C'était une grande fête. C'était la liesse à Kinkala. Puis je suis retourné dans le Poul. C'était pour lancer les travaux de construction de la route
Kinkala, Gambari, c'est-à-dire une bretelle de la route lourde, Pointe-Noire, Brazzaville, donc la bretelle de Mindouli, Kinkala, jusqu'à Tangalingolo, Brazzaville. Je suis allé lancer ces travaux. À Mindouli, c'était une grande fête dans la paix, et j'ai quitté Mindouli, j'ai passé la nuit à Kinkala. Le lendemain, on a eu une grande réunion citoyenne à Kinkala. On a même inauguré l'arrivée de la ligne électrique pour l'électrification de la ville de Kinkala. C'était une grande fête. Puis, nous avons inauguré la route Brazzaville-Pointe-Noire. Nous sommes partis de Brazzaville. Nous avons traversé le Poul. On s'est arrêté dans les plus grands villages jusqu'à Madingu. On a rencontré les populations du Poul. C'était la fête. Et c'était même très beau. Et jusqu'à Madingu, nous avons procédé au lancement des travaux pour la municipalisation accélérée de la Bwenza. Et la vie se déroulait normalement. À Mindouli, j'ai même visité la grande cimenterie en construction à Mindouli, avec la coopération indienne. Tout ceci se passe dans la paix et les populations travaillent normalement. Puis, il y a eu la campagne électorale. Pendant la campagne électorale, je me suis rendu dans le Poul. J'ai tenu un grand meeting à Mindouli. C'était la fête. J'ai tenu un grand meeting à Boko. C'était la fête. J'ai tenu un grand meeting à Kinkala. J'ai passé la nuit à Kinkala. C'était la fête toute la nuit. J'ai tenu un grand meeting à Kindamba. C'était aussi la fête. J'ai tenu un grand meeting à Ngabé, après avoir rendu visite au roi Makoko Ambé. J'ai donc parcouru le Poul de part en part. Je n'ai pas rencontré des situations, vous appelez ça crise. Il n'y avait aucune crise. La campagne s'est déroulée, il y a eu des élections. On a même donné les résultats de ces élections-là. Il semble que le président ne soit pas arrivé en tête des suffrages dans le Poul. Cela a été accepté, puisque c'était la volonté des populations, et se sont exprimés ainsi. Alors à ce moment-là, j'ai envie de savoir où se trouve la crise. Est-ce que la crise, c'est parce que M. Bintsamou, Toumi, comme vous l'appelez, pasteur, qui était ministre délégué à la présidence, ministre avec les attributs de tous les ministres. Est-ce que c'est parce que ce monsieur-là a abandonné ses fonctions et est retourné à l'intérieur du Poul, est ressorti à l'occasion des élections, a mis le feu à Makelekele, a brûlé la commune, le commissariat, tué quelques gens, brûlé des véhicules, et puis s'est enfui à l'intérieur du Poul. Il doit se cacher dans le buisson là-bas avec ses partisans. Est-ce que c'est ça la crise? Si c'est ça la crise, je dois demander aux populations du Poul, aux dirigeants politiques du Poul, je leur demande de se mettre avec le président pour isoler Toumi et ses partisans. Et dans les buissons, les forêts où se cachent, et qu'on le mette hors d'état de nuit, il n'y a pas de crise. Bon, entre-temps, ils sortent des buissons, arrêtent
les gens qui circulent sur la voie prennent leurs biens, brûlent les véhicules, vont voler des explosifs pour faire sauter les rails. Bon, c'est une forme de banditisme. Hein. C'est une forme de banditisme. Alors je lance un appel aux populations du pôle, aux dirigeants politiques du pôle, qui se mettent avec le président et nous allons rechercher Toumi et le mettre hors d'état de nuire. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays va continuer sa marche et il va se construire. Et le programme que le président a annoncé pour le peuple va être réalisé. Alors c'est cet appel que je lance aux populations du pôle, au lieu de fuir, d'avoir peur, aux dirigeants politiques. Il ne peut pas jouer double jeu. Hein? Il ne peut pas jouer double jeu. Ils doivent prendre position clairement. Ils se mettent avec le président et les populations. On isole Toumi, on le recherche. Comme tous les bandits, on ne va pas le tuer. Mais il y a un procès et on l'amènera en justice et il va répondre de ses actes. Pour moi, il n'y a pas de crise. Il se tient en ce moment à Dakar, au Sénégal, des journées internationales de l'écrivain africain. Et dans le cadre de ces journées, votre livre, Le Manguier, le fleuve et la souris, est à l'honneur. Comment apprécier? Ah, c'est celui-là seulement. J'aurais bien aimé, dans le lot, un débat autour le développement durable de l'Afrique, enjeu de la planète. Parce que c'est un débat à l'ordre du jour. Et bientôt, nous irons à Marrakech. Bon, s'ils ont choisi cela, pourquoi pas? Hein? Le manguier, le fleuve et la souris. Oui, alors la souris. Comment appréciez-vous cet honneur qui vous est fait? Et puis, qu'est-ce que vous attendez des écrivains africains dans les combats actuels de l'Afrique? Émergence, développement, changement climatique, etc. Ils aient l'engagement. Nous sommes en pleine période de combat. C'est aussi la littérature engagée. L'Afrique est à la croisée des chemins. Il faut que, on rencontre de plus en plus de littérature engagée. Et dans le combat que l'Afrique livre en ce moment. C'est en toute humilité que j'apprends la nouvelle. Bon, c'est ce livre qui a été retenu dans le débat. Je voudrais ajouter l'Afrique, enjeu de la planète, dans le combat de développement durable qui se déroule maintenant, et bientôt à Marrakech.